Alors, au rayon des arrivées, les amis, puisqu'il est question de mercato, donc qu'en est-il? Quels seront les joueurs qui porteront la tunique olympienne sur cette saison pardon, qui s'annonce? Alors, vous l'avez vu, j'ai moi-même évoqué quelques pistes sur les émissions précédentes. J'avais parlé de Gabriel Barbosa, par exemple. On avait dit justement que Longoria était très attentif au championnat brésilien, mais c'était aussi pour pouvoir satisfaire son entraîneur. On avait reçu Marcos, le père de Gerson, qui nous avait parlé de cette belle entente qu'il pourrait y avoir entre les deux joueurs, sans évidemment le proposer à l'Olympique de Marseille, comme on avait pu le voir ci et là. Le changement d'entraîneur en fait a quelque peu rabattu toutes ces cartes. Il me semble que la seule piste en fait que nous avions annoncée et qui reste potentiellement crédible à l'heure actuelle est celle de Brian Gill, puisque c'était un choix de Pablo Longoria. Donc encore faudrait-il qu'il soit validé par l'entraîneur, mais les cartes ont été redistribuées et je vous avoue que la cohérence qu'il pouvait y avoir sur les choix et sur de Pablo Longoria, sur les pistes qu'il pouvait explorer, en fait, sont totalement différentes aujourd'hui. Donc, certes, le mercato est au ralenti, mais il y a aussi cette explication-là. Est-ce que ça vous fait un petit peu peur, vous, de vous dire que l'équipe ne soit pas au complet pour aborder cette saison hein, qui va commencer dans à peine 30 jours avec la perspective de Ligue des Champions? On aura peut-être un effectif en fait qui sera peaufiné au cours du début de saison avec un mercato qui sera certainement plus intense sur la première quinzaine d'août que la période que nous vivons aujourd'hui. Ben, en tout cas, avant de nous inquiéter à nous, ça en a inquiété surtout un, c'est Sampaoli. Ce rythme plus ou moins modéré, hein, on va rester dans l'euphémisme, avec lequel a commencé le mercato, n'a pas eu l'air de plaire à Sampaoli, qui évidemment l'a fait savoir, et on sait ce qui s'est passé par la suite. Donc, ben, clairement, on n'est plus du tout sur la même lancée, dans la même lignée que le mercato de l'année dernière, où je crois que déjà à ce stade-là, on avait déjà 3 ou 4 signatures, hein, si je ne me trompe pas, où Sampaoli avait plus ou moins exigé d'avoir son groupe quasiment au complet pour faire sa préparation, ce qui ne sera vraisemblablement pas le cas pour Tudor et ce qui n'aurait pas été le cas pour Sampaoli aussi s'il était resté. Donc on a changé de braquet, mais pas dans le bon sens du terme. On a rétrogradé, on a ralenti le rythme. Longoria nous vend ça comme une exigence de mercato devenu stratégique. En tout cas, ce n'était pas celle de Jorge Sampaoli, de stratégie. Et est-ce que c'est une bonne stratégie de manière générale? Je ne pense pas. Il est conseillé de commencer le plus tôt possible avec son groupe et avec une bonne partie de ses recrues pour pouvoir cimenter son effectif, pour pouvoir commencer à travailler le foncier et pour pouvoir évidemment mettre en place des automatismes et des systèmes de jeu. Et Dieu sait si ces périodes-là, notamment les matchs amicaux, sont importants dans cette optique-là. Donc évidemment que c'est inquiétant, évidemment. Après, ça ne veut pas dire que le mercato ne sera pas bon, qu'il ne sera pas réussi, qu'il ne sera pas abouti. Mais en tout cas, on n'est pas du tout sur les mêmes marques que celui de la saison dernière, ce qui avait valu d'ailleurs à Sampaoli de démarrer la saison en trombe. Et les 2 premiers mois sous les ordres du coach argentin avaient été d'ailleurs, pour moi, les 2 plus beaux mois de l'Olympique de Marseille de la saison. C'est là où je me suis le plus régalé, on va dire jusqu'à fin septembre. Et nul doute que, ensuite, si ça a changé, sans doute pour d'autres raisons, mais en tout cas, nul doute que la préparation d'avant-saison et le fait d'avoir un effectif quasiment au complet très tôt a beaucoup joué dans ce sens-là, quoi. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien qu'on mette un petit peu Pablo Longoria sur le grill et c'est un petit peu ce que je vais faire. Pourquoi? Parce que Pablo Longoria, en fait, se targue de pouvoir être de manière permanente dans l'anticipation. C'est-à-dire que ce qu'il aurait dû faire et ce qu'il n'a pas fait, par exemple, avec Camara, ce qu'il avait dit qu'il ferait, qu'il n'a pas fait avec Thauvin. Il était sur des pistes, en fait, de manière anticipée pour pouvoir prévoir ce qui allait se passer dans le mercato. Il avait une vision qui était bien définie. Donc, de deux choses l'une. Soit Pablo Longoria nous ment et dès le départ, il a commencé à avoir une vision de l'effectif qui ne serait pas celui de Jorge Sampaoli au moment où je vous parle. Et c'est-à-dire que les pistes qui sont traitées aujourd'hui sont celles qui traitaient hier, avant-hier, il y a quelques semaines, et justement, et les noms qui ont été donnés l'ont été pour donner justement à manger aux journalistes, aux gens comme nous qui aimons aussi voir ce qui va se passer à l'Olympique de Marseille.
ou alors justement c'est un revers qu'il s'est offert à lui-même dans la mesure en fait il a préparé une saison qu'il a renvoyé et rabattu d'un revers de la main et réduit à peau de chagrin parce que il est obligé justement d'être dans l'expectative et de trouver des solutions à des problèmes qu'il s'est lui-même occasionné. Donc je trouve en fait qu'il y a quand même quelque chose de très important qui découle de tout ça et qui mériterait qu'on débatte un petit peu dessus, qu'on ait des réponses aussi à apporter à ça, parce que j'aimerais bien savoir si les pistes qui vont être proposées à Igor Tudor étaient déjà d'actualité il y a quelques semaines, ou alors s'il est revenu totalement sur la politique qu'il avait lui-même mise en place. En plus de ce mercato qui tarde à commencer et ce pivot annoncé, moi ce qui me frappe aussi, c'est le paradoxe, encore un paradoxe, hein, par rapport à la communication de Pablo Longoria lors de la conférence de presse qui a annoncé la démission de Jorge Sampaoli. C'est qu'il nous dit que ça va dans la logique de faire évoluer le jeu, que c'était nécessaire pour le bien du club, etc. Et en fait, on voit que du coup, tout a changé. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment la suite logique puisque tout change? Apparemment, ça n'a pas l'air d'être si logique que ça comme changement. Donc ce serait bien qu'on ait aussi un peu plus d'informations sur le projet du club, qu'on sache pourquoi Ribalta est là, parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'il fait là. Et peut-être qu'avec un peu plus d'informations, on pourra comprendre ce que le club veut faire, en fait, tout simplement. Mais moi, je ne crois pas du tout. Moi, je suis sur la même longueur d'onde que Gilles Castagno la semaine dernière. Hein. Je ne crois pas du tout à une éviction, enfin, en tout cas, un changement d'entraîneur programmé et prévu de longue date. Moi, je pense que ça s'est joué vraiment dans les derniers jours, peut-être quelques jours avant l'officialisation, mais que ça n'avait pas du tout été prévu. En tout cas, le comportement des uns et des autres, notamment de Longoria, et la manière dont le mercato va prendre tournure, hein, va nous en dire long sur ces différentes hypothèses. Mais en tout cas, ça n'en prend pas le chemin. Enfin, en tout cas, la confirmation d'une décision, on va dire plutôt soudaine, en tout cas, me semble être de plus en plus confirmée. On le voit avec les valses hésitations et la lenteur avec lesquelles les dirigeants officient dans ce mercato estival, quoi. Je pense, me concernant par contre, qu'il y a des choses qui étaient préméditées, c'est-à-dire elles sont les promesses de Franck McCourt qui ne sont pas tenues, une nouvelle fois, qui nous avait promis qu'il allait pouvoir monter une équipe capable de jouer la Ligue des Champions. Alors force est de constater que Pablo Longoria nous a signifié que Touré était là pour remplacer Camara et que Gigot était là pour remplacer Saliba. Je trouve qu'il y a, comme d'habitude, un décalage entre ce qui nous est proposé et les faits qui sont avérés. Et malgré tout, une connotation assez amicale entre le président et son actionnaire, ou alors en tout cas une espèce de connivence qui mettrait un petit peu en exergue les promesses non tenues de Franck McCourt avec ces joueurs qui pour l'instant ne donnent pas satisfaction, en tout cas sur ce qu'on connaît d'eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas une bonne saison, qu'ils ne seront pas à la hauteur des événements, mais au niveau du nom ainsi que du profil du joueur qui est ciblé, je trouve qu'on est loin de ce qu'on pouvait avoir l'année dernière avec Saliba et Camara. Donc, attendons de voir ce que nous réservera la suite. Peut-être que Longoria aura. C'est rare que je le critique comme ça, mais je trouve que là, il y a des éléments en fait qui méritent d'être mis un petit peu sur le devant de la scène. Et je vous avoue qu'au-delà de Franck McCourt, au-delà de l'entraîneur, c'est lui que je pointe un petit peu du doigt. Ouais, mais Romain, moi je trouve enfin, c'est un peu prématuré pour le moment de le pointer du doigt. Et pourtant, je sais si je suis pas, encore une fois, je suis pas non plus un fan de Longoria absolu. La question est de savoir si Longoria temporise parce que tout simplement il n'a pas les moyens. De toute façon, il ne peut pas faire autrement. Évidemment, c'est toujours plus difficile de faire un mercato quand on a peu de moyens, peu de ressources financières. Ou est-ce que c'est réellement une stratégie de sa part de vouloir opérer de la sorte, de ne pas vouloir se faire imposer un rythme par un entraîneur, être le maître des horloges et de garder la main sur le rythme et quelque part sur le pouvoir. Parce que n'oubliez pas, il y a toujours une question de pouvoir là-dedans. Quand un entraîneur commence à venir lorgner un domaine qui ne devrait pas le concerner, il faut se mettre à la place du président. S'il ne préserve pas son précaré, s'il ne met pas des garde-fous, c'est aussi la porte ouverte à des conflits futurs. Donc, le tout est de savoir, est-ce que c'est une volonté de Longoria de préserver sa chasse gardée,
de préserver son pouvoir, de préserver le contrôle, ou est-ce qu'il n'a pas le choix parce que tout simplement il n'a pas les moyens et qu'il subit tout simplement avec cette démission de Longoria l'absence d'investissement financier de M. Macron. Et aussi pour compléter, ça se trouve aussi, pour aller dans ton sens sur cette deuxième hypothèse, c'est que peut-être qu'aussi ils ne communiquent pas du tout, enfin je parle là du club de manière générale, et Longoria avec aussi, parce que simplement McCourt leur a dit, vous vous débrouillez avec ce que vous avez jamais rien vendu depuis que vous êtes là, donc maintenant vous vendez, et c'est avec l'argent récolté de vente de joueurs, ou au moins des économies de salaire, que vous pourrez faire votre travail à recruter des joueurs, quoi. Et que du coup, il peut pas aussi communiquer quoi que ce soit pour nous dire, bah, en fait, bah, on sait pas où on va parce qu'il n'y a pas d'argent et parce on ne peut de toute façon rien prévoir du fait qu'on ait des obligations à faire avant de pouvoir recruter. Ce qui peut être aussi une explication. C'est une explication, c'est une éventualité. Tout à fait. C'est vrai que j'étais assez critique sur les joueurs qu'il nous a proposés pour l'instant, mais si tu veux, si jamais il y avait une communication digne de ce nom, d'ailleurs une communication qu'on a reprochée aussi chez notre ancien entraîneur, qu'on n'avait jamais, si dans ce club on communiquait plus, je pense qu'on pourrait comprendre des choses. Si demain on m'explique que Pablo Longoria n'avait pas d'argent et qu'il a fait Gigot et Touré, je vais dire ok, faire ces deux joueurs-là, avec le peu de moyens qu'il avait, c'est quand même vraiment intéressant. Si demain je m'aperçois qu'il y a des joueurs qui signent avec des montants de transfert importants et avec des salaires aussi conséquents, je me dirais peut-être que finalement, justement, Longoria n'a pas été à la hauteur du recrutement, si toutefois ça ne le faisait pas. Mais ce que je veux, en fait, là où je veux en venir, c'est que je veux qu'on communique. Je veux savoir ce qui se passe pour pouvoir avoir des réactions qui méritent d'être à la hauteur de ce qu'elles doivent être. Voilà, quand j'émets une critique, j'aime bien qu'elle soit constructive. Et pour l'instant, les critiques que j'émets à son sujet sont plutôt dans l'hypothèse que dans les réalités. Ça me dérange un petit peu. Donc, j'espère qu'on aura des réponses à nos questions rapidement. Eh bien là, Romain, tu n'es pas prêt d'obtenir satisfaction avec ce qui vient de se passer encore ce matin du côté de la commanderie, où Mauro Camoranesi a donc quitté les lieux. En fait, il avait apparemment rendu déjà les clés de la voiture la veille. Et aujourd'hui, on a appris donc que finalement, il ne serait pas l'entraîneur adjoint de Igor Tudor. Et une fois de plus, le flou artistique continue du côté de l'Olympique de Marseille. Yannick, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, je commence à plus avoir de mots tellement c'est une aberration. On continue dans la communication à deux vitesses où on t'explique que c'était prévu, qu'apparemment il était là pour 2 semaines, alors que dans la conférence de presse de la présentation de Tudor, il te dit que ça sera son bras droit. Donc on nous prend pour des cons, clairement. C'est pas la première fois, ça commence à devenir récurrent d'être pris pour des cons. On est des abonnés pour certains, on est des supporters de l'OM pour d'autres, on est tous supporters de l'OM par ailleurs. On a un club qui a une communication zéro, qui fait que du vent et qui commence à fatiguer tout le monde. Et attention, parce que quand on fatigue trop à Marseille, quand ça explose, ça fait mal. Mais Yannick, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi concernant l'interprétation qu'on en fait de ce départ, parce que quand tu dis on nous explique que, mais qui est-ce qui explique que? Ce sont les médias. L'OM n'a rien expliqué, n'a pas communiqué. Moi, j'ai obtenu un peu des bribes d'informations du côté de certains dirigeants du club ce matin, en fin de matinée. Et ce n'est pas du tout la version qu'on m'a donnée. C'était plutôt, au contraire, l'effet de surprise qui prédominait et pas du tout quelque chose qui était préparé. Moi, je renverrais plutôt la faute sur Camoranesi, qui ne semblait pas trop savoir où il avait mal, qui avait sans doute dans son esprit peut-être accepté le poste par défaut en espérant avoir quelque chose de mieux. Peut-être, hein, ça ce sont mes hypothèses, mais peut-être qu'il a entre-temps reçu des offres alléchantes et qui lui ont donné envie de finalement de ne pas poursuivre l'aventure avec l'OM et de revenir à son objectif initial qui était d'être entraîneur principal. Comment dire, du côté de l'OM, je les ai surtout sentis subir, d'après mes échanges, subir la situation et être sonnés par cette nouvelle qui, une fois de plus, va les mettre dans l'embarras parce que médiatiquement, ça va faire un bad buzz. Et honnêtement, ils n'avaient pas besoin de ça actuellement, quoi. Alors après, ça ne veut pas dire qu'en termes de com, je suis assez d'accord, hein, c'est ce que disait Romain précédemment, en termes de com, c'est toujours aussi flou. On n'en sait absolument rien. Mais en l'occurrence, je ne pense pas que la version qui est en train de filtrer, à savoir que c'était prévu et il devait partir assez tôt, est la bonne, parce que je ne comprends pas et je ne vois pas pourquoi à ce moment-là,
on ne l'aurait pas annoncé d'emblée. En restant flou et en restant quasiment muet concernant l'arrivée de Camoranesi, si il était prévu qu'il ne reste que quelques semaines, c'était déjà se tirer une balle dans le pied pour le futur départ de l'entraîneur adjoint italien. Ça aurait été, enfin, c'est mettre un but contre son camp. Moi, je trouve qu'il n'y a pas trop de logique et je pense que c'est un épisode, peut-être, comme on devient un peu parano du fait de l'absence de communication, qui en fait est totalement dû à un enchaînement de coïncidences et qui nous tombe dessus une fois de plus dans un contexte déjà très flou. Ouais, donc en gros, pour moi, enfin, si ta version est la bonne, du coup, on serait sur un départ anticipé, pas prévu. Mais donc encore une fois, une pitrerie de plus quand même. On est d'accord qu'on prend un entraîneur après le départ, alors soi-disant le départ volontaire de Sampaoli qui serait parti pour manque d'ambition, etc. dans le club. On commence à clairement le voir qu'il y a un gros manque d'ambition. On prend un entraîneur derrière et un entraîneur qui prend un adjoint qui part au bout de 8 jours. Donc encore une fois, on continue dans la pitrerie. Aucune communication du club. Ribalta qui est arrivé il y a presque un mois maintenant, on l'a toujours pas entendu, moins se présenter ou dire bonjour. Moi, Alors ça commence. Ribalta, juste Ouais, une vas-y. petite info, enfin, c'est une petite précision. Ribalta, de ce qu'on m'a dit, d'après ce qu'on m'a dit du côté de l'OM, sera présenté après le mercato. Pour le moment, ils ont la tête dans le guidon. Voilà quelle est la version officielle. Ils ont la tête dans le guidon, ils se concentrent sur le mercato et Ribalta sera présenté à la presse officiellement à la fin du mercato. Voilà. Juste. Ouais, bah, comme ça, on fera un bilan avec lui déjà d'entrée de ce mercato. Alors, on se plaignait à l'époque d'un manque de communication, mais alors là, on est passé dans le néant. Et justement, on en discutait la dernière fois sur le président Longoria est-ce que va-t-il avoir les épaules justement dans cette communication qui est très importante à Marseille. Et au-delà des qualités qu'il peut avoir en tant que directeur sportif ou recruteur de joueurs, dans son rôle de président, encore une fois, on peut critiquer le fait que son silence reste pesant. Et encore, on va revenir encore à ce personnage-là, mais un Pape Diouf serait monté au créneau et aurait expliqué avec transparence ou pas ce qui se passait, ou avec langue de bois, mais au moins il aurait communiqué. Et la Il aurait communication géré différemment. arrête tout débat, alors que là, le silence crée, nous les premiers, des interprétations diverses et variées, quoi. Mais je suis d'accord hein, sur cet exemple, cette comparaison. Mais on est d'accord que, enfin, on est d'accord ou pas, je ne sais pas, mais j'insiste un peu là-dessus. Si, honnêtement, s'ils savaient que Camoranesi était là pour quelques jours, voire quelques semaines, pourquoi ne pas l'annoncer, le préciser, de manière à désamorcer toute polémique future? On est d'accord que, enfin, c'est une question de bon sens, on est d'accord que c'est comme ça que normalement les choses auraient dû se faire. Et que s'ils savaient qu'ils devaient partir et qu'ils ont laissé le flou et enfin, le silence s'installer, c'est clairement. Enfin, là, c'est plus. Là, c'est se tirer une balle dans le pied, quoi. Et c'est se créer de problèmes là où il y aurait pu ne pas en avoir. Non, mais même si c'est pas prévu, communique, fais quelque chose. Je sais pas, moi, tu Mhm. es président de l'Olympique de Marseille, c'est ton rôle, je suis désolé. Quand tu gères le club au quotidien comme il doit le gérer au quotidien, il est plus directeur sportif, Longoria. Alors, on t'explique qu'il est à Londres en train de négocier pour Pierre, Paul ou Jacques, mais t'es plus directeur sportif. Tu as pris Ribalta, tu as Frio autour de toi. Donc, toi, justement, il a pris ces gens-là pour se concentrer sur son soi-disant rôle de président. Donc, tu restes à Marseille et tu gères le club. Il faut gérer le quotidien du club. Et le quotidien du club, c'est de savoir communiquer et être là quand il y a des problèmes de ce style. Tu communiques, c'est tout. Tu dis, voilà, bah, Mhm. écoutez, il est parti pour X ou Y raison. On a anticipé, on a fait venir. Et hop, tu désamorces tout. Le problème, c'est qu'il y a toujours ce Ou pas. silence, aucune Ou pas. Si explication, tu que n'as dalle. pas anticipé, ou si tu n'as pas anticipé, ben, tu dis la vérité, à savoir, enfin, en tout cas, Ouais, ouais, voilà, oui, tu la vérité, anticipes, en ou tout tu cas. dis voilà. Mais en attendant, on continue encore écoute, je reviens encore sur la conférence de Tudor, où il y a eu des questions qui ont été posées à Longoria, mais c'est ahurissant. Et les gens, je sais pas, moi je vois des gens, ils continuent sur les réseaux à te dire, oh non, mais tout va bien et tout. On a zéro recrue, que des noms qui sont démentis dans la minute. Un entraîneur, je te dis, moi je l'ai trouvé froid, glacial à la conférence de presse, et en fait, il a répondu à rien. Quand il a parlé d'objectifs, il a dit on verra à l'entraînement, voire match par match, les objectifs au fur et à mesure. Longoria, quand on lui parle de quels sont les objectifs de budget, le machin, il te dit oui, oui, on va avoir plus d'argent que l'année dernière.
Au final, ben, on galère pour recruter Klose. Alors, je ne sais pas si les rumeurs sont vraies, c'est toujours pareil. Mais on a reproposé 6 millions d'euros en 3 fois, si c'est réel. Mais on est devenu quoi, le FC Clochard, je sais pas. Il y a des clubs comme Lens qui arrivent à mettre des 10 millions d'euros, des machins, et nous, on n'arrive même pas à poser 10 millions d'euros. Donc, qu'on communique, que McCourt prenne sa plume ou prenne une caméra ou aille dans la presse en disant voilà, je garde le club, je ne mettrai plus d'argent, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. J'ai assez mis la main à la poche. Comme ça, nous, on sait à quoi s'en tenir. Et derrière, où on gronde et on essaye de le faire partir avec l'engouement des groupes de supporters derrière qui diront stop, on n'en veut plus. Non, mais où Oui, mais justement, tu es en train de donner la raison pour laquelle ils ne communiquent pas. Si c'est le cas que McCourt ne veut plus mettre d'argent, tu te doutes bien qu'ils ne vont pas l'annoncer comme ça parce qu'ils savent très bien que ça fera. Alors il se barre. Il se barre alors. Et alors qu'il se casse. Je te dis la vérité. Non, mais parce qu'attends, on est dans une saison où il a tout. Alors lui, parce que lui, si tu parles que de valorisation de club, que pour lui, etc., il a tout en main aujourd'hui pour vendre le club au plus cher. S'il attend, on va avoir un mercato et une équipe qui va réduire, un mercato qui va être peut-être au rabais, une équipe qui sportivement va peut-être plonger la saison prochaine et il va faire que plonger. Derrière, il va avoir bien sûr une atmosphère pesante. Donc tout ça va faire baisser la valeur du club. Donc soit ils vend maintenant, soit il vendra pas au prix qu'il veut. C'est mon avis. Donc maintenant, il faut qu'ils arrêtent et qu'ils communiquent vraiment de savoir ce qu'ils veulent faire. On reste toujours sur ce mot communication. La communication à Marseille, c'est le plus important. C'est ça qui fait que tu calmes ou tu calmes pas les ardeurs. Et là, on continue encore dans ce marasme, encore une fois aujourd'hui, avec un départ, bon, certes, qui n'est pas non plus des plus importants. Un adjoint, c'est un adjoint, mais un préparateur physique. On fait venir un préparateur physique qui n'a jamais connu ce que c'est d'enchaîner les matchs tous les 3 jours. Voilà, le haut niveau, on va dire. Son seul fait d'arme, c'est d'avoir entraîné Ajaccio avec Ravanelli, un match par semaine. Donc, est-il à la hauteur? On ne sait pas. Peut-être que oui. Mais au final, on prend encore un préparateur physique qu'on n'a aucune certitude, quoi. C'est évidemment pas gravissime. Camoranesi sera resté en tout et pour tout une dizaine de jours. Mais bon, quand même, symboliquement, Camoranesi, c'était quand même un nom ronflant, hein, champion du monde avec l'Italie en 2006, pilier de la Juventus de l'époque de Zidane, hein, la grande Juventus, de Deschamps, etc. Donc, c'est vrai que ça donne un petit coup, ça écorne une fois de plus un peu l'image de ce club qui n'avait pas besoin de ça pour être déjà qualifié de club instable. Donc, une fois de plus, ça va pas dans le bon sens et c'est vrai que ça fait désordre. Après, c'est pas ça qui sera un élément, on va dire, prépondérant pour non, bien sûr. Mais bon, alors on rappelle les faits, Camoranesi donc, qui a quitté l'Olympique de Marseille, l'adjoint d'Igor Tudor, qui avait été officiellement présenté comme tel il y a donc une dizaine de jours, quitte donc l'Olympique de Marseille. Raison officielle, on va dire que la seule raison qui est arrivée jusqu'à nous, hein, elle est donnée par le technicien italien lui-même qui dit vouloir poursuivre son objectif qui était donc de devenir entraîneur principal, ce que nous ont confirmé certains dirigeants de l'Olympique de Marseille ce matin à SportMed, et en nous précisant évidemment que ce choix était lui incombé. Cette décision appartenait à Camoranesi qui n'avait pas d'autres commentaires à faire concernant cette décision et qu'ils nous ont fait comprendre qu'ils étaient eux-mêmes surpris puisque, évidemment, quand on s'engage dans un club et qu'on a un autre objectif en tête, la moindre des choses, c'est d'être clair et à ce moment-là, de ne pas s'engager ou d'annoncer la couleur d'emblée en disant « je suis là de manière intérimaire pour donner un coup de main à mon ami Tudor ». Et ensuite, je poursuivrai mes aventures, chose qui n'a pas été faite, ce qui apporte une fois de plus du trouble et qui incite guère à la sérénité dans ce club qui nous a habitués, hélas, à ce genre de rebondissement. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce nouvel épisode.